Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur Public Sénat. À suivre cet après-midi en séance, l'examen d'une proposition de loi UMP sur la simplification des normes applicables aux collectivités territoriales. Le texte a entamé son parcours sénatorial en octobre dernier, 1 an et demi après la remise d'un rapport d'Éric Doligé à Nicolas Sarkozy. Ce parcours a été stoppé net alors. La majorité sénatoriale a en effet déposé une multitude d'amendements sur ce texte qui était inscrit dans une niche parlementaire, empêchant ainsi son vote. Pour lutter contre les 400 000 normes en vigueur actuellement, la proposition de loi Doligé propose d'instituer un principe de proportionnalité des normes qui autoriserait les préfets à octroyer des dérogations en fonction de la taille des collectivités territoriales. Cela permettrait une économie de 2 milliards d'euros par an. Problème, ce texte se télescope avec un autre issu des États généraux de la démocratie territoriale, un texte déposé le 12 novembre dernier et qui sera examiné en janvier 2013, celui de Jacqueline Gourault et Jean-Pierre Sueur, qui vise le même objectif, la lutte contre l'inflation normative, mais propose, pour y répondre, une haute autorité en charge du contrôle et de la régulation des normes. Alors, tout de suite, direction l'hémicycle pour l'examen de la proposition de loi d'Éric Doligé. Très bon après-midi à vous sur Public Sénat. Mes chers collègues, l'ordre du jour appelle la suite de la discussion de la proposition de loi de simplification des normes applicables aux collectivités locales présentée par notre collègue M. Éric Doligé. La discussion générale a été close. Nous passons donc à la discussion des articles et avant l'article 1er, à l'amendement 16 rectifié du groupe UDI-UC. Qui le présente, c'est Madame Goulet. Vous avez la parole, ma chère collègue. Oui, Monsieur le Président, Mesdames les ministres, ce texte est à exécution successive, ce qui ne rend pas son suivi plus simple. Cet amendement est un amendement qui a été présenté par le groupe au nom de Michel Mercier, notre ancien garde des Sceaux. Et il est extrêmement simple. L'objet de cet amendement est de poser comme principe que ne sont applicables aux collectivités que les normes issues de la loi de mesures réglementaires édictées par décret. Les choses ont l'air absolument évidentes. D'un point de vue de la sécurité juridique, le statut de ces normes est incertain. S'agit-il de directives administratives ou d'actes administratifs au sens strict du terme? Cette incertitude est à l'origine de très nombreux contentieux devant les tribunaux administratifs. Aussi, nous proposons simplement de fermer le robinet normatif en consacrant un principe de saine administration, en posant dès le départ de ce texte que ne sont applicables aux collectivités territoriales que les normes issues de lois ou de mesures réglementaires édictées par décret. Merci, ma chère collègue. Avis de la Commission, Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Avant de donner l'avis de la Commission, je voudrais d'abord excuser auprès de nos collègues Jacqueline Gourault, qui était la rapporteure en titre de ce texte, mais qui est actuellement en convalescence. Et donc, je vais être en quelque sorte non seulement le porte-parole de la Commission, mais également son porte-parole, puisque la Commission a examiné l'ensemble des amendements que nous allons examiner sous non pas sa présidence, Monsieur le Président Sueur, mais avec la participation de Jacqueline Gourault. Donc sur l'amendement de Monsieur Mercier et du groupe centriste, la Commission demande le retrait, sinon un avis défavorable. Pourquoi ? Parce qu'il est séduisant, cet amendement, sans aucun doute, sauf qu'il écarte sans plus d'examen, par exemple, l'application de règles découlant de règlements fédéraux, alors même que le pouvoir réglementaire leur a été officiellement délégué, s'agissant par exemple d'équipements sportifs. Il passe sous silence également le problème des textes européens qui peuvent imposer des normes aux collectivités territoriales. Et puis, un certain nombre de normes sont heureusement facultatives, telles que les normes AFNOR, tant qu'elles n'ont pas été étendues par voie de décret. Celles qui concernent les équipements sportifs qui résultent des directives des fédérations internationales s'imposent souvent de fait aux collectivités. Donc, amendement en apparence séduisant sans aucun doute, mais qui pose de gros problèmes et qui laisse de côté un certain nombre de
voie normative qui s'impose aujourd'hui aux collectivités locales. Donc la Commission demande le retrait, sinon ce sera un avis défavorable. Merci. Avis du gouvernement, Madame la Ministre. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur les Présidents, Monsieur le rapporteur. Je me permets juste un rappel un peu général avant l'article 1er et 2, parce que nous avons reçu très tardivement l'avis du Conseil d'État et que je souhaite, avec ma collègue Anne-Marie Escoffier, que les choses soient dites en amont. Les discussions que nous avons eues sur ces amendements, que nous allons avoir sur les amendements, portent sur la question de l'adaptation des normes aux particularités locales. Sur ce point, donc, le gouvernement avait demandé un avis au Conseil d'État afin de l'éclairer sur les dispositions à prendre. Et cet avis a été rendu tard. Il conclut à ce que notre droit contient toutes les dispositions permettant au législateur d'adapter, contrairement à ce qu'on avait pu dire à un moment donné, d'adapter les normes applicables aux particularités locales sous réserve que ces adaptations respectent les principes constitutionnels d'égalité et de non-tutelle. Dans son avis donc rendu mi-novembre, soit quelques jours après que nous soyons réunis la première fois, le Conseil d'État explique, et je le cite pour que ce soit porté à votre compte rendu: l'attribution d'un pouvoir réglementaire aux collectivités par la loi n'est pas, par elle-même, contraire au principe d'égalité. L'attribution par la loi de pouvoir de dérogation à la norme nationale ou de pouvoir d'adaptation de la norme nationale respecte même le principe d'égalité si elle remplit deux conditions. La modulation de la norme repose sur une différence objective, d'une part, et la différence de traitement qui en découle est en rapport direct avec le but visé par le texte de loi. Une loi peut donc prévoir dans chaque cas les circonstances qui autoriseraient les collectivités à déroger à la mise en œuvre de telle ou telle disposition. Il revient aussi au législateur de se saisir de cette question en mesurant à chaque fois, au cas d'espèce, si les conditions essentielles de mise en œuvre des libertés publiques ne dépendent pas uniquement des collectivités, ce qui reviendrait à la jurisprudence constitutionnelle. Chaque loi doit prévoir l'articulation entre le pouvoir réglementaire du Premier ministre, qu'il tient de l'article 37 de la Constitution, et le pouvoir réglementaire des collectivités, il faut le rappeler. La loi peut aussi prévoir qu'un décret en Conseil d'État précise les modalités de mise en œuvre d'une norme générale selon la situation objective rencontrée. Le législateur peut parfaitement inviter le gouvernement à prévoir les modalités concrètes de l'adaptation des normes qu'il vote à la particularité des territoires qu'il estime devoir être soumis à son attention particulière. J'attire en revanche votre attention sur la conclusion du Conseil d'État que je n'étais pas en mesure de vous donner lors de notre dernier débat et qui dit ceci: notre droit permet déjà de faire plus et mieux que ce que nous faisons aujourd'hui. Dégager une règle générale d'adaptation des normes au niveau local serait vain. Et surtout, la rédaction d'une telle règle générale la rendrait peu intelligible, suscitant une forte insécurité juridique. Nous prendrions donc le risque de complexifier le droit applicable aux collectivités, alors qu'il suffit de faire des lois plus claires, plus opérantes, mieux adaptées aux réalités des territoires. C'est précisément ce que nous cherchons à faire dans le texte de modernisation de l'action publique et de décentralisation sur lequel nous travaillons actuellement. Vous m'aviez demandé cette précision. Avec Anne-Marie Escoffier, nous avons tenu à pouvoir vous la faire tenir officiellement et en séance. C'est désormais chose faite. Maintenant, il me revient de donner la position du gouvernement, avec mes excuses, Monsieur le Président. Donc, l'amendement vise sans doute, dans un souci, je ne vois plus son auteur, dans un souci de clarté, à identifier précisément les normes opposables aux activités territoriales. Il présente des faiblesses juridiques. Ça a déjà été dit d'ailleurs par le rapporteur. Et dans sa rédaction actuelle, on peut s'interroger sur la portée de la disposition. Plusieurs interprétations seraient possibles. Première interprétation, une interprétation stricte qui conduit à en conclure que seules les normes visées dans l'article additionnel sont applicables aux collectivités territoriales, c'est-à-dire les lois ou les décrets. Ceci exclut les arrêtés qui ne seraient plus applicables aux collectivités, mais aussi les règles d'un rang supérieur à la loi dans la hiérarchie des normes, c'est-à-dire les règlements européens, voire même la Constitution, ce qui n'est pas envisageable, vous en conviendrez largement avec moi. Dans l'ordre juridique national, les collectivités territoriales ne sauraient
se soustraire aux normes de valeur constitutionnelle d'application directe, par exemple celles issues de la Charte de l'environnement. Pour toutes ces raisons, la première interprétation ne serait pas la bonne et sans doute en convenez-vous vous-même. La deuxième interprétation est plus souple. Elle permettrait de considérer que seuls les arrêtés ne sont pas applicables aux collectivités. Or, la nature des actes réglementaires n'est pas conditionnée par les catégories de publics concernés, mais par des considérations tenant à la répartition des compétences au sein de l'exécutif et aux conditions d'exercice du pouvoir réglementaire. Donc, en absence de précision apportée par l'auteur de cet amendement, au regard de son objet et de sa portée, le gouvernement ne peut qu'être hostile au principe de soustraire les collectivités à l'application de tous autres actes juridiques que les lois et les décrets. Et je pense que vous allez allègrement le retirer. Merci Madame la Ministre. Madame Goulet. Allègrement, je ne sais pas, mais je vais déjà le retirer, Madame la Ministre. L'amendement est retiré, Madame Goulet? Oui, il est retiré. Alors, il est retiré. Nous en arrivons, avant l'article 1er, à l'amendement 24. C'est vous, Madame Goulet, qui le défendez? Mais je crois qu'il va être retiré aussi, parce que compte tenu de l'avis du Conseil d'État que vient de lire Madame le Ministre, je pense que son retrait s'impose. Merci. L'amendement est retiré. Nous en arrivons donc à l'article 1er, et je suis saisi de deux amendements en discussion commune. L'amendement numéro 2 de Monsieur Doligé. Mesdames les ministres, merci Mesdames les ministres d'être présentes à deux sur ce texte qui me paraît important et merci de nous avoir rappelé l'avis que vous avez reçu, peut-être tardivement, mais qui est quand même éclairant et je pense que déjà rien que l'intérêt de ce texte, si j'ose dire, c'est de pouvoir avoir fait dire un peu le droit ou au moins la règle de manière à ce que l'on puisse, à chaque fois que l'on fait une loi ou que le gouvernement ou qu'un parlementaire fait une proposition, de bien réfléchir à la manière de rédiger cette loi dans sa clarté, dans ses applications, voire dans son adaptabilité, puisque, à la limite, chaque loi peut être adaptable en fonction d'un certain nombre de critères. Alors, bon, je présente bien sûr mon amendement et Madame Goulet un amendement complémentaire. Compte tenu de ce que j'ai entendu, on risque d'avoir un peu le même débat. Donc l'objectif était, puisque l'article 1er était supprimé, de rétablir un article beaucoup plus simple et beaucoup plus court, qui avait pour but, et c'était le souhait de notre amendement, d'introduire parmi les principes généraux de la décentralisation fixés par le Code général des collectivités territoriales, qui détermine notamment les normes opposables aux collectivités, un principe général d'adaptation selon des critères objectifs, des prescriptions et procédures techniques, législatives et réglementaires applicables aux collectivités territoriales. Voilà. Merci, mon cher collègue. Sous-amendement numéro 25, Madame Goulet. Oui, l'amendement de M. Doligé prévoit, donc à l'alinéa 3, les mots peuvent prévoir et que je prévoyais moi de remplacer par prévoir. Mais je crois que cet amendement va subir le même sort que l'amendement précédent. Donc on va attendre l'avis de la Commission. Merci. Avis de la Commission, Monsieur le rapporteur. Je crois que Mme Goulet et M. Doligé ont bien pressenti quel serait l'avis de la Commission, compte tenu en plus de l'avis du Conseil d'État que nous a présenté Mme la Ministre. L'avis défavorable ou la demande de retrait de la Commission se trouve, je dirais, conforté. Merci. Avis du gouvernement, Madame la Ministre. Oui, même avis, Monsieur le Président, compte tenu de ce que je viens de lire, et même si on comprend la jeunesse de l'amendement, sa volonté, et au fond, on pourrait la partager, mais je pense qu'en droit, on ne peut pas improviser. L'avis du Conseil d'État s'impose et ce n'est pas la peine que je vous redonne les motifs, vous les avez entendus à l'instant. Merci. Monsieur Doligé, Madame Goulet. Oui. Pour revenir à l'avis du Conseil d'État, je rappelle qu'il avait donné un avis déjà, donc il avait beaucoup travaillé sur le sujet. Il avait dû rendre un avis déjà début octobre au président du Sénat. Donc il a dû retravailler sur son avis et le repréciser. Il serait presque intéressant de mettre à la place de l'article 1er l'avis du Conseil d'État, qui permettrait effectivement, article 1er, avis du Conseil d'État sur le sujet. Enfin, moi, ça me paraît important de le rappeler. Mais bien évidemment, je vais retirer l'amendement puisque, j'allais dire, globalement, il est satisfait par l'avis du Conseil d'État. Merci. Il en va de même pour le sous-amendement, Madame Goulet.
Ils sont retirés. Nous en arrivons à l'amendement 12 rectifié terre. Qui le défend? C'est Mme Goulet. Je vous en prie, ma chère collègue. Je crois qu'il est retiré, Monsieur le Président, pour les raisons évoquées précédemment. Merci. Il est retiré. Nous en arrivons donc à l'article 1er avec une demande de parole de Monsieur Michel. Je vous en prie, mon cher collègue. Après la déclaration du gouvernement et la lecture de l'arrêt du Conseil d'État, je voudrais dire 2 mots. D'abord dire que nous ne sommes pas hostiles à toute adaptabilité des normes. Sauf que maintenant, il y a une décision du Conseil d'État qui est très claire et qu'à mon avis, le président de la République d'ailleurs aux États généraux a parlé de cette question et que tout ceci doit être revu dans le cadre global des lois de décentralisation pour voir ce qui sera possible de faire. Et également, je le dirai tout à l'heure un peu plus longuement, à la suite des États généraux, le président Bell a demandé à Jean-Pierre Sueur et à Mme Gourault de réfléchir à la question. Une proposition de loi a été déposée, elle sera examinée fin janvier. Son rapporteur a été désigné, c'est notre collègue Alain Richard. Et avec ce que nous votons... Pardon ? Il va être désigné demain. La semaine prochaine, ce sera vraisemblablement notre collègue Alain Richard, grand spécialiste de cette question au Conseil d'État, on peut le dire. Et donc, avec le vote que nous émettrons tout à l'heure, et qui pour notre part sera positif si les choses se déroulent normalement. On aura déjà un certain nombre d'articles qui permettront d'avancer, et ensuite, à la fin du mois de janvier, nous verrons également un certain nombre d'autres articles arriver, et puis, Madame la Ministre, peut-être qu'au moment où vous présenterez votre loi sur l'article 3 de la décentralisation, il y aura également un certain nombre d'autres dispositions. Donc tout ceci nous satisfait et devrait satisfaire les nombreux élus locaux qui réclament, je dirais, plus de souplesse dans l'application des normes par les conseils municipaux. Merci, mon cher collègue. Monsieur Alain Richard. Je vais me permettre d'ajouter un bref commentaire à l'échange qui vient d'avoir lieu pour peut-être préciser un tout petit peu le mode d'emploi d'un avis du Conseil d'État. Comme son nom l'indique, ce n'est pas une décision. C'est un avis qu'il rend au gouvernement sur sa demande, laquelle, normalement, doit préciser quelles sont juste les questions sur lesquelles il convient de répondre. Pour répondre à l'idée d'Éric Doligé, qui est de dire pourquoi ne pas en faire un article, je crois que la raison de ne pas le faire, c'est simplement que la vocation même d'un avis du Conseil est de faire le résumé du droit qui existe déjà. C'est-à-dire qu'il n'apporte rien au droit en vigueur, simplement il l'explicite et il en fait la synthèse. Donc, je remercie beaucoup Madame la ministre Lebranchu de nous en avoir donné lecture, ce qui veut dire que nous pourrons disposer de ce texte et de le lire de façon plus réfléchie dans le travail qui va se poursuivre sur cette question des normes. Et je voudrais indiquer également que le président du Sénat a bien voulu répondre au président Sueur, qui, à la demande de quelques-uns d'entre nous, l'avait questionné sur l'usage des avis du Conseil d'État rendus sur des propositions de loi. Et le premier cas a été précisément la proposition de loi de notre collègue Éric Doligé. Cette réponse du président, voilà, que je ne commande pas, est de dire cet avis est la propriété, en quelque sorte, intellectuelle puisque le principe, c'est que les avis du Conseil d'État ne sont pas publics, avec des exceptions, avec l'accord du gouvernement. L'avis du Conseil d'État sur une proposition de loi restera à la disposition de l'auteur de la proposition de loi. C'est une réponse que je respecte parfaitement, qui va tout de même demander un petit effort d'interprétation, parce que quand il y a plusieurs auteurs d'une proposition de loi, il faudra donc qu'ils se partagent la décision à prendre sur sa diffusion. Mais je voudrais souligner que le gouvernement est collégial. Et donc, lorsqu'un avis sur un projet de loi est rendu par le Conseil d'État au gouvernement, tous les ministres en disposent. Lorsque une proposition de loi entre en discussion, si, à la suite de l'avis du Conseil, ce qui, en principe, ne serait pas une bonne nouvelle, l'auteur décide de ne pas donner suite à sa proposition, ce qui veut dire que l'avis a été, disons, nuancé, il est tout à fait loisible à l'auteur de la proposition de loi initiale de ne pas donner suite et donc de ne pas le faire circuler. En revanche, une fois
que la proposition de loi est mise en débat, il me semble que la collégialité est celle de l'ensemble de l'Assemblée. Et donc, il me semble à recommander que, sauf des raisons impérieuses, l'auteur de la proposition de loi fasse connaître à l'ensemble de ses collègues, et en particulier à ses collègues de commission et aux rapporteurs, ce qu'est l'ensemble de l'avis du Conseil d'État sur une proposition de loi, ce qui permet de profiter ensemble des clarifications qu'il comporte et éventuellement des conseils qu'il contient. Merci, mon cher collègue. L'article 1er donc est supprimé. Nous en arrivons à l'article 2 avec 2 demandes de prise de parole. Monsieur Detraigne. Alors, Monsieur Favier pour le groupe CRC. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, je dois dire que notre débat parlementaire sur cette PPL est, me semble-t-il, un peu surréaliste. C'est en effet la 3e fois que ce texte vient en séance et on voit bien, il ne suscite toujours pas un grand enthousiasme, ni de la part de la Commission qui l'a pourtant adopté, ni contre toute attente, le texte qui vient à nouveau devant nous, ni par l'auteur lui-même du texte qui a maintenant, je crois, un peu de mal à reconnaître son projet. Malgré de nombreuses heures de débat, nous sommes restés sur des thématiques, on le sait, très générales, sans examiner réellement le contenu, qui relève à notre avis de diverses mesures disparates, sans cohérence entre elles, et bien souvent éloignées de l'objet du texte, qui le plus souvent change les normes, mais ne les diminue pas. Le cœur de ce texte est en fait le contenu de son article 1er, qui a été fort heureusement donc supprimé par la Commission et dont nous venons donc de débattre de sa réécriture à partir de divers amendements qui tous tentent de mettre en œuvre un principe de proportionnalité des normes. Et je me félicite évidemment que cet article soit maintenant complètement supprimé, car pour notre part, nous récusons effectivement cette notion de proportionnalité des normes. Pour nous, il y a effectivement un principe républicain d'égalité des citoyens devant la loi, et on n'est pas évidemment pour une loi à géométrie variable. Avec l'article 2, donc, et les débats qui vont suivre sur les amendements rattachés à cet article, et les additionnels qui concernent aussi cette nouvelle commission consultative d'évaluation des normes, nous allons donc ouvrir un débat qui devra au moins se poursuivre dans le cadre du futur projet de loi de décentralisation et de réforme de l'action publique, dont on sait qu'un avant-projet circule. Je ne sais pas quelle est évidemment la qualité de ce projet, de cet avant-projet, et qui traite évidemment aussi de cet article 2, et qui diffère évidemment donc de celui que vient également de déposer, sous forme de proposition de loi, notre président de commission, Jean-Pierre Sueur, et notre collègue Jacqueline Gourault. C'est dire combien donc les positions semblent encore mouvantes et pour le moins confuses. L'avenir de cette proposition est pour le moins fragile, donc, et celui du texte même de cet article 2 est promis à des modifications importantes avant même qu'il ne s'applique. Nous sommes donc dans l'expectative et pensons que notre motion de renvoi était donc bien la bonne solution, car cela aurait permis en fait d'associer l'ensemble des réflexions sur ce sujet à une réforme globale de l'action publique. Aussi, nous n'allons pas nous associer à une sorte de course de vitesse pour essayer de déterminer le premier qui aura fait voter un texte sur les normes. Le sujet, à mon avis, est trop important pour nous livrer un tel exercice et les préoccupations des élus locaux trop sérieuses pour être traitées ainsi. Dès son premier passage en séance, une majorité d'entre nous pensait que les sujets et les contenus de cette PPL étaient bien trop vastes pour trouver une issue dans un débat de niche parlementaire. Cela reste vrai encore aujourd'hui. Il ne s'agit pas de simples mesures de réduction des normes, comme le titre pouvait le laisser entendre, mais d'un ensemble de propositions contenant de nouvelles normes, parfois semblant plus relever du règlement que de la loi, et intervenant dans de multiples domaines de compétences qui semblent pour certaines être appelés à être modifiés prochainement. Et donc, d'ailleurs pour notre part, avant de s'attaquer à ce sujet des normes, commençons peut-être déjà par clarifier les compétences des collectivités. Enfin, vous le savez, il y a des propositions contenues dans cette loi, en particulier celles concernant les CCAS, que nous ne saurions de toute façon accepter. Nous sommes déjà exprimés lors des débats précédents sur ce sujet. Aussi, donc, pour toutes ces raisons, nous nous abstiendrons sur de nombreux articles et nous voterons contre sur d'autres. Ayant déposé sur ce texte une motion de renvoi, chacun comprendra aussi donc que nous ne saurions adopter cette proposition en l'état.
Voter contre ce texte de proposition de loi semble être évidemment le vote qui correspond le mieux à notre appréciation globale sur ce texte, en l'état actuel évidemment de son écriture. La disparition de certains articles, peut-être comme l'article 18 concernant les CCAS, pourrait peut-être faire évoluer notre vote vers une abstention qu'on pourrait qualifier de constructive. Nous sommes donc très attentifs aux débats qui vont suivre. Chers collègues, Monsieur Michel. Merci, Monsieur le Président. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure dans ma première intervention, dans la proposition de loi qu'a déposé nos collègues Jean-Pierre Sueur et Jacqueline Gourault, on revoit totalement le statut de la Commission nationale d'évaluation des normes. On propose de remplacer cette commission par une autorité indépendante dont l'autorité et la représentativité seraient plus incontestables et qui aurait pour mission de contrôler l'ensemble des normes applicables ou susceptibles d'être appliquées aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics. Dans ces conditions, nous pensons qu'il est sage aujourd'hui, contrairement à ce que nous avions fait en commission des lois, mais en commission, nous n'avions pas encore le texte de la proposition de loi Sueur-Gourault, nous pensons qu'il est sage aujourd'hui de ne pas garder l'article 2 et les articles additionnels après l'article 2 et de renvoyer cette question à la proposition de loi Gourault-Sueur. C'est la raison pour laquelle, en ce qui nous concerne, nous retirons nos amendements 36, 35, 37, 39, 40, 41 et 42. Nous voterons, s'ils sont maintenus, contre l'article 2 et les articles additionnels après l'article 2 qui concernent la Commission nationale d'évaluation des normes. Et, ce faisant, nous nous retrouverons sur un texte consensuel, après les travaux en commission de Jacqueline Gourault, et ce texte consensuel, nous le voterons en fin de discussion, afin que les propositions qui ont été faites par notre collègue Éric Doligé et qui ont été amendées quelquefois par la Commission et par Mme Gourault puissent être d'ores et déjà transmises éventuellement à l'Assemblée nationale. Et pour le reste, eh bien, nous verrons au moment de la discussion de la proposition de loi Gourault-Sueur ce qu'il aura lieu de faire en plus pour répondre aux désirs des collectivités territoriales. Merci, Monsieur Michel. Nous en arrivons donc à la discussion des amendements. L'amendement 36 est retiré, si j'ai bien compris, Monsieur Michel. Amendement 68 de Madame Gourault, au nom de la Commission des lois. Qui le défend? C'est Monsieur Détraigne? Oui, c'est un simple amendement pour corriger une erreur de référence. Merci. Avis du Gouvernement? Merci. Je mets donc aux voix l'amendement 68. Quels sont ceux qui sont pour son adoption? Avis contraire? Il est adopté. Amendement 35, il est retiré, hein, Monsieur Michel. Amendement 37 également. Nous en arrivons donc à deux amendements en discussion commune. Le 39 et le 38, ils sont maintenus ou retirés? Retirés, parfait. Je vais donc mettre aux voix l'article 2. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole? Monsieur Doligé. Oui, Monsieur le Président, j'ai écouté avec attention, bien sûr, Monsieur Michel, et puis j'avais pris connaissance avec intérêt de la proposition de loi de Jean-Pierre Sueur et de notre collègue Jacqueline Gourault, à qui je souhaite d'ailleurs un prompt rétablissement, bien sûr, puisque nous aurions tous aimé, je ne dis pas ça pour Monsieur Détraigne, mais nous aurions tous aimé qu'elle soit assise à sa place pour pouvoir suivre ce texte. Alors, j'ai écouté avec beaucoup d'attention ce qui a été dit par M. Favier puis par M. Michel. M. Favier, contrairement à ce que vous dites, je reconnais tout à fait mon texte. Hein. Vous avez dit, vous ne reconnaissez pas votre texte, etc. Mais il s'est quand même passé un certain nombre de mois depuis que ce texte a été présenté, a été proposé, a été discuté, a été vu et revu en commission. Nous avons eu des échanges nombreux avec le rapporteur et avec le président de la commission. Entre autres, le Conseil d'État s'est prononcé sur le sujet également. Je voudrais rappeler à mon collègue tout à l'heure qui m'a parlé du Conseil d'État qu'effectivement c'était le président du Sénat
ancien qui l'avait demandé. Il a dû être redemandé par le nouveau président du Sénat, qui l'a reçu. Et c'est donc le président du Sénat qui avait demandé et qui a été le destinataire et qui était propriétaire du texte. Et donc, c'était à lui de faire le choix de ce qu'il souhaitait faire vis-à-vis de notre Assemblée. Pour ma part, j'étais tout à fait ouvert à toute connaissance de ce texte par l'ensemble des collègues, bien sûr, parce qu'il me paraît que c'est plus intéressant d'avoir l'avis du Conseil d'État pour pouvoir travailler que de ne pas l'avoir. Ceci étant, je pense que tout l'intérêt du texte aussi, ça a été quand même de faire prendre conscience ou de rassembler dans un texte un certain nombre de réflexions que nous entendons tous sur le terrain, sur, j'allais dire, excusez-moi du terme, le ras-le-bol des normes, en gros, sur le plan territorial, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de normes, on en a besoin, mais on a besoin aussi d'être un peu raisonnable, aussi bien dans nos collectivités qu'au Parlement, lorsque l'on édicte un certain nombre de normes. Alors, le texte est largement modifié. On a bien vu l'article 1. Avec ce qui a été dit par le Conseil d'État, moi je trouve que c'est une avancée quand même très sérieuse. Alors, en ce qui concerne le texte qui a été proposé par Jean-Pierre Sueur et par Jacqueline Gourault, il est vrai qu'il remet en cause complètement l'article 2. Oui, non, mais il remet en cause complètement l'article 2, c'est évident. Moi, je l'ai lu en détail et je me suis intéressé au texte qui a été réalisé par nos deux collègues. C'est un texte intéressant. Il essaye de refondre à l'intérieur d'une structure un certain nombre de structures qui existent, voire qui pourraient avoir des pouvoirs étendus, et en l'occurrence en matière de normes, peut-être avec quelques limites, parce que je crois qu'il y a des avis conformes ou des choses comme ça qui vont peut-être poser quelques difficultés. Mais enfin bref, ceci étant, si l'on considère, et je pense que le rôle du Sénat et d'une Assemblée, c'est d'essayer d'être un peu intelligent et de s'entendre sur un certain nombre de sujets, et de ne pas toujours être en opposition frontale permanente, et de vouloir, j'allais dire, porter, comme le disait tout à l'heure M. Favier, le premier arrivé. Je pense que le but, ce n'est pas le premier arrivé, le but, c'est de faire avancer des idées. Et le président de la République a parlé d'adaptabilité, ça a été rappelé, c'est quand même un sujet important, que l'adaptabilité, et maintenant, c'est rentré dans l'état d'esprit de chacun d'entre nous. Alors, il y a eu un amendement qui a été voté sur l'article 2. Maintenant, très, très sincèrement, si on porte la loi de Jean-Pierre Sueur et de Jacqueline Gourault, je vois plus ce que va venir faire l'article 2. C'est-à-dire qu'il va être détruit systématiquement par la loi, la proposition de loi Sueur et Gourault. Donc ça n'aura plus aucun sens d'avoir ce texte, on va l'effacer. Donc moi, personnellement, si l'on pense vraiment que ce texte va arriver, je pense qu'il va arriver, que Jean-Pierre Sueur suffisamment bien placé pour l'inscrire, donc on a quand même une probabilité plus facile que moi de faire inscrire mon texte. Donc, heureusement, il y a eu des soutiens. Donc je pense sincèrement que cet article 2, et ça n'est pas dénaturer le texte, parce que moi je considérerais que le fait de le reprendre, enfin le texte Sueur-Gourault, il fait honneur au texte. Il reprend des éléments qui étaient un peu diffus dans un certain nombre d'éléments du texte et qui sont regroupés avec une certaine cohérence et cohésion. Bon, donc moi je serais d'avis de retirer l'article 2, et ce qui donnerait plus de cohérence avec le texte qui va venir. Alors je ne sais pas comment ça peut se formaliser. Je crois que ça a été demandé par M. Michel, non? Un amendement de suppression? Est-ce qu'on peut faire un amendement de suppression, Monsieur le Président? La Commission peut tout à fait le faire. Alors la Commission... Monsieur le Président, Monsieur le Président de la Commission et Monsieur Michel. Merci, Monsieur Doligé. Mes chers collègues, Mesdames les ministres, Monsieur le Président, je voulais reprendre quelques propos qui ont été tenus à l'instant par notre collègue Éric Doligé. Il est clair que dans cette affaire de normes qui a donné lieu à beaucoup de débats, ce que nous souhaiterions faire, c'est d'ajouter les apports pour arriver à quelque chose qui contribue à faciliter la tâche de nos collègues élus dans les différentes communes de ce pays. Par conséquent, vous avez bien vu que lorsque, à l'initiative du président Jean-Pierre Bel, Madame la présidente de la délégation aux collectivités locales et moi-même
avons été chargés de proposer un texte sur le statut de l'élu, un texte sur les normes, texte sur lesquels nous désignerons le 19 décembre deux rapporteurs. Eh bien, nous avons eu le souci, s'agissant des normes, de prendre en compte l'ensemble du travail proposé par Éric Doligé et de nous concentrer sur un seul point, un seul, qui est de donner plus de pouvoir à la commission consultative en la transformant en une haute autorité ayant davantage de prérogatives. Par conséquent, s'il pouvait y avoir un accord entre nous pour adopter un amendement de suppression que pourrait proposer notre rapporteur Yves Detreigne, s'il le veut bien, de l'article, nous pourrions, il peut le faire, je sais qu'il peut le faire, que le règlement le permet, nous pourrions l'adopter ensemble, comme l'a suggéré Éric Doligé, dans un sens positif. Ce serait pour ajouter ce qui sera le fruit de la future loi préparée avec Jacqueline Gourault à l'apport qui sera celui de tous les autres articles, sans exception, de la proposition de loi d'Éric Doligé, bien entendu amendée avec l'apport des différents membres de la commission des lois qui ont présenté des amendements. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Michel. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais, après Jean-Pierre Sueur, remercier notre collègue Éric Doligé. Comme il l'a dit, ce que nous voulons ici, c'est trouver des accords communs pour arriver à un texte final, après deux propositions de loi, peut-être après d'ailleurs le projet de loi du gouvernement, qui règle cette question des normes applicables aux collectivités territoriales. Donc, notre collègue Éric Doligé a le premier, je dirais, déposé une proposition de loi, puisqu'il avait été chargé d'une mission à l'époque par le président de la République. Cette proposition de loi vient aujourd'hui finalement en séance, mais entre-temps, il s'est passé quelque chose de nouveau, et je le remercie de bien vouloir renoncer à l'article 2. Donc, dans ces conditions, si notre rapporteur de la commission des lois propose un amendement de suppression, nous le voterons. Et ce que nous souhaitons, c'est, au bout de la discussion de cet après-midi, arriver à un vote positif sur les articles en discussion de la PPL Doligé. Merci, Monsieur Michel. Monsieur Detreigne. Oui, compte tenu des positions convergentes et de l'auteur de la proposition de loi, Éric Doligé, et de Jean-Pierre Michel pour le groupe socialiste, j'ai déposé un amendement de suppression de l'article 2. Je compte aussi qu'avec cette suppression de l'article 2 qui posait quelques difficultés, eh bien, nous arrivions, comme le souhaite l'auteur de la proposition de loi, au terme de l'examen du texte avant les 4 heures réservées à cette niche. Merci. Je vais donc mettre aux voix l'amendement 76 de la Commission qui vise donc à supprimer l'article 2, qui pourrait être rédigé article 2, supprimer cet article. Est-ce que vous en êtes d'accord, mes chers collègues? Je le mets aux voix. Quels sont ceux qui sont pour son adoption? Avis contraire? Je n'en vois pas, donc l'article 2 est supprimé. Après l'article 2, nous arrivons à l'amendement 40 de M. Michel. Il est supprimé. Alors, toujours après l'article 2, l'amendement 41, il est supprimé. Après l'article 2, l'amendement 42, il est retiré. Nous en arrivons donc à l'article 2 bis avec l'amendement 69 de la Commission, Monsieur Detreigne. Oui, c'est simplement une rectification d'erreur de référence. Avis de la Commission, avis du gouvernement favorable. Je le mets aux voix. Quels sont ceux qui sont pour l'adoption de l'amendement 69? Pas d'avis contraire. Il est adopté. Je vais donc mettre aux voix l'article 2 bis. Quels sont ceux qui sont pour l'adoption de l'article 2 bis? Avis contraire? Je n'en vois pas. Il est adopté. L'article 3 est supprimé. L'article 4 également. Nous en arrivons à l'article 4 bis avec l'amendement 70 de la Commission. Monsieur Detreigne. C'est également un amendement de rectification d'erreur matérielle.
Merci. Avis favorable du gouvernement, Madame la Ministre? Merci. Je vais donc mettre aux voix cet amendement 70. Quels sont ceux qui sont pour son adoption? Avis contraire? Il est adopté. Je mets aux voix l'article 4 bis. Quels sont ceux qui souhaitent adopter l'article 4 bis? Avis contraire? Il est adopté. Article 5, même vote? Même vote. Nous en arrivons à l'article 6 avec l'amendement 72 de la Commission. Monsieur Detraigne. J'aime bien quand ça va vite. Oui, la certification conditionne sur ce texte, sur cet article 6. Je voudrais rappeler que la certification ne conditionne pas l'entrée en vigueur d'un acte qui est subordonné, son entrée en vigueur, à sa publicité et à sa transmission aux représentants de l'État. Donc il n'y a aucun texte qui exige cette certification. Donc c'est une disposition en conséquence superflue. Donc avis défavorable. Merci. Sur l'amendement 72, il est présenté par la Commission et c'est un avis défavorable? Non. Non, il faut approuver, j'ai dit défavorable, hein. Il faut approuver l'amendement 72, c'est ce que je vous propose. Très bien. J'avais mal compris. Madame la Ministre. On n'avait pas tout à fait compris le sens de l'observation qui était faite. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, oui. En l'état actuel du droit, l'exécutif certifie effectivement sous sa responsabilité le caractère exécutoire des actes. La proposition de loi, tout en conservant le caractère impératif de la certification, en délimite précisément le champ dans les cas prévus par la loi. Et dans la mesure où les recherches effectuées n'ont pas permis de détecter le texte qui prévoit une obligation de certification pour une ou plusieurs catégories d'actes et où la mise en œuvre systématique de cette certification paraît difficile à réaliser, il semble préférable de revenir à la rédaction initiale du Code général des collectivités territoriales. Donc, dans ces conditions-là, le gouvernement donne un avis de sagesse, voire favorable. Merci Madame la Ministre. Je vais donc mettre aux voix l'amendement 72. Quels sont ceux qui sont pour l'adoption de cet amendement? Avis contraire? Je n'en vois pas. Il est adopté. Et je mets aux voix l'article 6. Quels sont ceux qui sont pour l'adoption? Avis contraire? Il est adopté. Après l'article 6, un amendement 52. Monsieur Michel. Cet amendement est un amendement principalement de M. Mazuir qui est absent. Et donc je vais me permettre de l'argumenter afin que Madame la Ministre puisse répondre aux interrogations de M. Mazuir. En effet, notre collègue souhaite attirer l'attention du gouvernement sur la situation des agents des catégories C, titulaires de la fonction publique territoriale, lauréats de l'examen professionnel de rédacteur. Les conditions générales d'accès à la fonction publique sont communes aux trois fonctions publiques, s'appliquent aux fonctionnaires et aux agents non titulaires. Le recrutement d'agents au sein des collectivités territoriales répond aux règles édictées par la loi du 28 janvier 1984. Par principe, le recrutement de ces fonctionnaires s'effectue par concours. Toutefois, un recrutement sans concours est possible dans un certain nombre de cas énumérés par la loi. Une fois en poste et titulaires, ces agents peuvent prétendre à un changement de cadre d'emploi par la voie de la promotion interne, soit au regard de leurs acquis professionnels, soit après réussite à un examen professionnel. L'intervention de M. Mazuir porte précisément sur le sort des agents de catégorie C méritants qui ont réussi l'examen professionnel de rédacteur territorial et qui restent dans l'attente d'être nommés par leur collectivité territoriale et leur établissement public. Il s'agit là d'un amendement d'appel et M. Mazuir serait très reconnaissant si Mme la Ministre voulait bien l'informer des possibilités d'aménagement de la règle des quotas qui freinent considérablement la carrière des agents publics de catégorie C. Merci. Avis de la Commission, Monsieur le rapporteur. Oui, bien que M. Michel soit pressé d'entendre l'avis du gouvernement, on va quand même passer par l'avis de la Commission. Il s'agit d'un amendement qui a déjà été déposé lors de l'examen de la loi du 12 mars 2012 sur la précarité dans la fonction publique et qui traite donc d'un
problème récurrent lié au nombre important de reçus qui a dépassé largement le nombre de postes offerts à la promotion interne à l'examen professionnel qui avait été ouvert par le décret du 30 décembre 2004. Depuis la discussion de cette loi du 12 mars 2012, le cadre d'emploi des rédacteurs a été doté d'un nouveau statut et à l'avenir, le recrutement dans le grade de rédacteur n'est plus accessible par examen professionnel, mais par la voie de la promotion interne, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, ce qui devrait progressivement régler la question des lauréats qui ne sont pas encore promus. Donc il paraît plus sage d'attendre les effets de cette réforme plutôt que de supprimer pour l'ensemble des cadres d'emploi de la fonction publique territoriale l'actuel verrou du quota. Et donc c'est un avis défavorable qui est émis par la commission. Merci, monsieur le rapporteur. Madame la ministre, avis du gouvernement. Oui, un avis aussi précis que possible, puisque c'est un sujet qui a été traité à la suite du groupe de travail qui a regroupé les employeurs territoriaux et les représentants des personnels constitués au sein du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, auquel d'ailleurs M. Mazuir et M. Michel font référence. Le fameux décret du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux est donc entré en vigueur le 1er août 2012. Ce décret 2012-924 a pris en considération dans ses dispositions transitoires la situation des lauréats de l'examen professionnel exceptionnel, n'oublions pas exceptionnel, d'accès au cadre d'emploi de rédacteur territorial, donc qui était prévu par les décrets 2004-1547 et 2004-1548 du 30 décembre 2004, qui n'ont pas pu être nommés dans le cadre d'emploi des rédacteurs avant le terme qui était fixé au 30 novembre 2011 du dispositif dérogatoire mis en œuvre par les décrets. L'article 27 du décret dispose que la validité de l'examen professionnel exceptionnel est prolongée sans limitation de durée. Ainsi, les lauréats conservent le bénéfice de la réussite à l'examen et peuvent prétendre à une promotion interne sur ce fondement. De plus, l'article 28 du décret précité a prévu, à titre temporaire bien entendu, un assouplissement significatif de la règle du quota de promotion interne. Pendant une durée de 3 ans, par exception aux dispositions de l'article 9, alinéa 2 du décret 2010-329 du 22 mars 2010, portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emploi de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale, et, je dis bien et, si le nombre de promus est plus élevé que celui issu de l'application d'un quota d'une promotion interne pour 3 recrutements externes, des promotions peuvent être prononcées dans la limite de 5% de l'effectif du cadre d'emploi et non un tiers de 5%, comme c'est la règle. Enfin, nous avons établi une clause de sauvegarde exceptionnelle. Elle permet une promotion interne en 2015 si aucune promotion interne ne peut être prononcée en 3 ans en application des dispositions qui précèdent. Les possibilités juridiques de nommer les lauréats sont donc bien étendues. Elles doivent permettre de répondre à la situation de quelques 4000 lauréats de l'examen professionnel de promotion interne qui n'ont pu être nommés en raison des quotas à la fin du dispositif exceptionnel. Une modification de l'article 39 de la loi 84-53 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale n'est donc pas nécessaire ni utile, et j'ajoute, compte tenu de ce que nous nous sommes engagés à faire au sein du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, ce serait plutôt un handicap qu'un avantage. Donc il convient de souligner qu'au plan juridique, il n'est en plus pas possible, ni je pense souhaitable, de prévoir une disposition légale relative aux quotas de promotion interne, alors que ceci relève du pouvoir réglementaire en vertu des dispositions de l'article 39 de la loi 84-53 du 26 janvier 84 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. J'espère que, fort de ces explications, ouverture et mise au point juridique, il est possible de retirer cet amendement. Sinon, voilà, nous sommes bien d'accord. Mi-2015, mi-2012, mi-2015. Dans ce cas, si le amendement n'était pas retiré, bien évidemment, je me verrais dans l'obligation d'y être défavorable. Merci, Madame la Ministre. Monsieur Michel.
Monsieur le Président, je me félicite d'avoir déposé cet amendement avec M. Mazuir, puisque ça a donné l'occasion à Mme la ministre d'expliquer les mesures que le gouvernement a prises pour ces agents de catégorie C. Et donc, compte tenu de ces explications, je retire cet amendement et je pense que M. Mazuir l'aurait retiré également. Merci. Je vais donc mettre aux voix l'article 7. Quels sont ceux qui sont pour l'adoption de l'article 7? Avis contraire? Il est adopté. Après l'article 7, l'amendement 17 rectifié de M. Amoudry qu'il présente, c'est Mme Goulet. Je le crains. Monsieur le Président, Mesdames les ministres, mes chers collègues, l'article 5212-26 du Code général des collectivités locales, issu de la loi du 7 décembre 2010, portant nouvelle organisation du marché de l'électricité, autorise le versement de fonds de concours entre syndicats visés à l'article L. 5212-24 au titre de sa compétence d'autorité organisatrice de la distribution d'électricité et les communes et les établissements publics de coopération intercommunale membres de ce syndicat afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement public local. Or, certains syndicats se sont vus interdire la possibilité de mettre en œuvre ces dispositions au motif que l'article L. 5212-24 ne concerne que les syndicats intercommunaux, ainsi que par renvoi les syndicats mixtes dits fermés. En revanche, les syndicats mixtes ouverts mentionnés aux articles 5721-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales ne seraient pas concernés, même si l'article L. 5722-8 précise que les dispositions de l'article 5212-24 sont applicables parmi les catégories. C'est toujours aussi simple, hein, les affaires de collectivités territoriales et d'électricité. Donc, afin d'éviter toute ambiguïté, notre collègue Amoudry propose de revoir ces dispositions afin de préciser clairement que les dispositions prévues à l'article 5212-26 comme celles de l'article 5212-24 sont bien applicables aux catégories de syndicats mixtes dits ouverts. Merci de votre attention. Merci, Madame. Avis de la Commission sur l'amendement 17 rectifié. Oui, merci Monsieur le Président. Il s'agit donc d'un amendement qui vise à permettre aux syndicats mixtes ouverts le versement de fonds de concours au titre de leurs compétences d'autorité organisatrice de la distribution d'électricité en direction des collectivités territoriales qui en sont membres afin de pouvoir financer la réalisation et le fonctionnement d'un équipement public local. Force est de constater que c'est un amendement qui n'a aucun lien avec l'objet de notre texte, donc la Commission ne peut émettre qu'un avis défavorable. Merci. Avis du gouvernement, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Au-delà du fait que, effectivement, l'amendement n'a pas de lien précis avec le texte, je voudrais faire observer qu'aujourd'hui, dans le cadre des travaux que nous menons pour une prochaine loi de décentralisation, notre objectif est de clarifier les compétences et d'apporter des solutions plus opérantes, s'agissant en particulier des financements croisés. Et donc, aujourd'hui, ce serait vraiment prématuré d'introduire un amendement de cette nature. Merci. Il est maintenu, Madame Goulet? Non, il est très volontiers et allègrement retiré, Madame la Ministre. Il est retiré. Je vais donc mettre aux voix l'article 8. Quels sont ceux qui sont pour son adoption? Avis contraire? Il est adopté. Même vote pour l'article 9. Même vote pour l'article 10. Après l'article 10, je suis saisi de deux amendements en discussion commune. L'amendement numéro 32 rectifié, qui le défend? Pour le RDSE, c'est M. Fortassin. Vous avez la parole, mon cher collègue. Monsieur le Président, Mesdames les ministres, mes chers collègues, toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales, maître d'ouvrage d'une opération d'investissement, conformément à l'article L, etc. du Code général des collectivités territoriales, doit assurer 20% de participation au financement d'une opération d'investissement. Cet amendement vise à mettre en cohérence ce nouveau dispositif avec les règles prévues à l'article L. 5212-26 du Code général des collectivités territoriales concernant le financement d'un équipement public local par les collectivités mentionnées dans cet article. Ça évitera accessoirement à ce que certains investissements ne soient financés à 110%. Merci. Avis de la Commission, Monsieur le rapporteur.
Oui, il s'agit d'un amendement qui propose que les fonds de concours que peuvent percevoir une commune ou un établissement public de coopération intercommunale qui est maître d'ouvrage de la part d'un syndicat auquel ils appartiennent puissent être pris en compte dans le calcul de la participation minimale de 20% qui est imposée par le Code général des collectivités territoriales à une collectivité maître d'ouvrage. C'est un amendement qui suscite plusieurs observations. D'abord, il dénature le principe même fixé par la loi de participation minimale de 20% de la collectivité maître d'ouvrage elle-même. Ensuite, il ne prend pas en compte la quote-part de financement des collectivités au budget du syndicat dont elles reçoivent ensuite un fonds de concours. D'une certaine manière, la collectivité de base finance le syndicat qui va lui apporter un fonds de concours. Et enfin, comme pour l'amendement précédent, la Commission constate que c'est un amendement qui n'a aucun lien avec l'objet du texte et qui pourrait avoir un effet pernicieux, à savoir la multiplication de syndicats pour pouvoir attribuer des fonds de concours sur un certain nombre d'opérations. Donc l'avis ne peut être que défavorable. Merci. Monsieur Besson, et je m'en excuse, j'ai oublié de vous donner la parole pour l'amendement 66 qui est identique. Est-ce que vous souhaitez compléter les propos de Monsieur Fortassin? Merci. Avis du gouvernement sur ces deux amendements, Madame la Ministre. Oui, merci Monsieur le Président. Effectivement, sur ce point-là, nous avons bien relevé, le gouvernement a bien relevé les difficultés qui se posaient, qui ont été dites en particulier s'agissant de la réforme du fonds d'amortissement des charges d'électrification. Et on a été très souvent saisi sur ce problème, au point qu'aujourd'hui, le gouvernement travaille sur un projet de décret qui devrait permettre de clarifier la situation. Donc, dans ces conditions-là, le gouvernement souhaite un retrait de cet amendement. Merci. Monsieur Fortassin, il est retiré. Monsieur Besson, il est retiré. Monsieur Michel, vous voulez la parole? Non, les deux amendements sont retirés. Nous sommes d'accord. Nous en arrivons après l'article 10 à l'amendement numéro 49. Qui le défend? C'est Monsieur Michel. Cet amendement est d'introduire une modification au code de la voirie routière relatif au péage, afin que ce dernier puisse couvrir les dépenses de toute nature liées à la construction, l'exploitation et l'entretien d'un ouvrage d'art et de ses voies d'accès ou de dégagement. Merci. Avis de la Commission, Monsieur Détraigne. Oui, je ne vais pas rappeler le contenu de cet amendement qui vient d'être très bien présenté par notre collègue Michel. Évidemment, c'est une disposition qui n'a pas de lien direct avec le texte et qui mériterait, nous semble-t-il, une réflexion plus approfondie que celle que nous permet l'examen d'un amendement. Donc c'est un avis défavorable. Merci. Avis du gouvernement, Madame la Ministre. Même avis que celui qui vient d'être dit. C'est un problème très, très lourd, très grave, qui mérite un véritable débat. Et aujourd'hui, je crois que nous ne sommes pas en mesure d'y répondre dans les circonstances actuelles. Merci. Monsieur Michel. Il est retiré. Je vous remercie. Amendement numéro 50, toujours après l'article 10. Monsieur Michel. Je pense que le gouvernement va faire la même réponse que pour l'amendement précédent, puisqu'il s'agit de remplacer les mots « employés municipaux » par les mots « agents de la fonction publique territoriale », quel que soit leur statut, ce qui, d'après M. Mazuir, permet de régler un certain nombre de questions qui se posent à ces employés communaux. Donc, j'attends la réponse du gouvernement pour savoir quel sera le sort de cet amendement. Merci. On va d'abord demander l'avis de la Commission. Voilà, alors je vais aller un petit peu au-delà cette fois-ci des explications de M. Michel pour dire que cet amendement propose l'extension aux employés communaux de la faculté de conduire des engins agricoles ou forestiers avec le permis de catégorie B qui résulte de l'adoption d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture de la loi de simplification du droit et d'allègement des démarches administratives du 22 mars 2012. La modification proposée doit s'apprécier en tenant compte des principes édictés par les directives européennes relatives au permis de conduire qui ont été transposées dans le Code de la route. Donc c'est un examen qui dépasse le cadre du présent débat, mais nous souhaiterions avoir l'avis du gouvernement sur cette proposition. Merci. Avis du gouvernement, Madame la Ministre.
Oui, merci. On comprend le fait générateur et l'explication demandée ne va pas satisfaire l'auteur de l'amendement. En effet, parce que conformément à un article 221.4 du Code de la route, les catégories de permis exigées pour la conduite d'un tracteur, c'est B, E, B, C ou E, C, sont définies en fonction du poids total autorisé en charge du véhicule et le cas échéant de sa remorque. J'avoue que ce n'est pas d'une grande simplicité, mais c'est d'une grande efficacité, parce que nous ne sommes pas du tout dans les mêmes risques, y compris, vous le savez, dans un certain nombre d'incidents ou d'accidents que vous avez vous-même notés. La nouvelle directive européenne du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire, qui va entrer en vigueur pour nous le 19 janvier 2013, apporte certaines évolutions. D'abord, la possibilité pour le détenteur du permis de conduire de catégorie B, complété d'une formation obligatoire, ce que nous appelions une formation complémentaire, formation donc cette fois obligatoire, de conduire un ensemble représentant jusqu'à 4250 kg de poids total roulant autorisé, d'une part, et d'autre part, la création des catégories C1 et C1E qui autoriseront la conduite des véhicules dont le poids total en charge est compris entre 3500 et 7500 kg. La conduite des tracteurs, notamment par les agents de la fonction publique territoriale, sera donc rendue possible pour les titulaires de ces nouveaux permis. Leur délivrance sera subordonnée au succès à l'examen, actuellement en cours d'élaboration au ministère de l'Intérieur, sur la base de la directive précitée. Aucun assouplissement supplémentaire du Code de la route ne pourra être accordé en matière de permis de conduire en l'absence de modification du droit communautaire en la matière. Nous ne voulons pas nous mettre en situation de porte-à-faux et non pas nous nous rangeons à l'avis, mais nous suivons cet avis parce que, en plus, je rappelle que parfois la norme protège les élus et les fonctionnaires territoriaux et qu'il vaut mieux être bien précis dans ce type de cas plutôt que d'ouvrir des contentieux qui, certes, feraient jurisprudence, peut-être dans le sens souhaité, mais ne sont pas souhaitables. Avis défavorable. Merci, Madame la Ministre. Monsieur Masson. Monsieur le Président, Madame le Ministre, chers collègues, je me suis beaucoup investi depuis presque 10 ans sur ce problème du permis de conduire pour les employés municipaux et territoriaux. Et parce que c'était vraiment une aberration complète, en ce sens que, par exemple, un agriculteur qui est le matin agriculteur et qui est l'après-midi employé municipal, eh bien, le matin, il avait le droit de conduire son tracteur sans avoir de permis, etc. Il pouvait même le conduire à 16 ans. Et l'après-midi, la même personne, l'après-midi, quand il s'agissait de conduire le tracteur de la petite commune, qui était exactement le même tracteur et qui parfois d'ailleurs était servait aux deux, eh bien, il ne pouvait pas, il n'avait pas le droit parce qu'il agissait en tant qu'employé municipal. Alors, c'était complètement aberrant et à de nombreuses reprises, j'avais attiré l'attention du gouvernement sur précisément la réglementation européenne et sur la nécessité d'avoir un assouplissement. Alors, l'assouplissement, il est intervenu pour les employés municipaux. Alors, vous nous dites, Madame le Ministre, que, disons, ça poserait des problèmes avec l'Europe de remplacer le mot employés municipaux par le mot employés des collectivités territoriales. Alors, je vous pose une question très simple, Madame la Ministre. Quelle est exactement la directive européenne qui autoriserait la France à faire des assouplissements pour les employés municipaux et qui interdirait la France de généraliser cet assouplissement aux employés de toutes les collectivités territoriales? Moi, je me pose vraiment la question, en ce sens qu'en général, quand l'Europe prend des directives, elle ne distingue pas le statut employés municipaux du statut employé de collectivité territoriale, parce que d'un pays à l'autre, ça peut changer. Et en plus, on a quand même des communautés de communes, des groupements de communes. Mettre employés municipaux, ça pose quand même un problème. Si demain, une commune transfère la compétence à une communauté de communes, le brave employé municipal qui pouvait auparavant conduire le tracteur ne peut plus conduire du jour au lendemain le tracteur. Je pense qu'il serait quand même opportun que le gouvernement soit plus clair et plus précis en la matière. Merci. Monsieur Michel, l'amendement est maintenu? L'amendement est maintenu, Monsieur le Président. Merci. Je vais donc mettre aux voix cette... Madame la Ministre, je vous en prie. Excusez-moi, Monsieur le Président, je n'ai pas dû être clair, mais dans l'application de la directive et le texte qui interviendra en janvier 2013,
la personne concernée devra être titulaire des permis dont je viens de lire, comment dire, le périmètre. Mais je reviens un peu en amont. Lorsque vous dites l'agriculteur le matin conduit son tracteur, l'après-midi il ne conduit pas. Le matin, il est responsable un titu personnel de ses actes. L'après-midi, il a un employeur. Ce que je disais tout à l'heure, parfois la norme protège l'employeur. C'est un premier point. Et en second point, tous les personnels qui sont titulaires, qui seront titulaires de ces permis, pourront conduire des tracteurs. Et à ce moment-là, votre demande tombe. Puisque j'ai bien dit, et je le redis, la conduite des tracteurs, notamment par des agents de la fonction publique territoriale ou d'autres, sera rendue possible pour les titulaires de ces nouveaux permis. Voilà, donc les choses sont simples. Il ne s'agit pas de catégoriser les personnes, mais de les qualifier lorsqu'elles sont titulaires du nouveau permis de conduire. Merci Madame la Ministre. Madame Goulet. Oui, Monsieur le Président, Mesdames les ministres, oui, moi je vais évidemment voter cet amendement. Je voulais revenir sur un certain nombre d'amendements qui ont été retirés tout à l'heure pour cause de cavalier. Le texte initial portait quand même sur la simplification d'un certain nombre de normes et c'est pas complètement absurde que certains de nos collègues aient souhaité déposer des amendements qui semblaient régler un certain nombre de problèmes qui se posaient quotidiennement aux collectivités territoriales. Le champ s'est ensuite réduit dans le cadre de l'exécution successive de ce texte puisque ça fait plusieurs fois que nous y revenons, mais il faut aussi se rappeler que quand le texte a été déposé initialement, ces amendements qui aujourd'hui apparaissent comme cavaliers, au moment où ils ont été déposés, c'est-à-dire il y a quand même plusieurs mois, avaient toute leur légitimité. Merci. Je vais donc mettre aux voix l'amendement 50 qui a reçu un avis défavorable de la Commission et du Gouvernement. Quels sont ceux qui sont pour son adoption? Avis contraire? Il est adopté à l'unanimité. Je vais donc mettre aux voix l'article 11. Quels sont ceux qui sont... Ah, excusez-moi, donc il y a un vote contre. Je vais mettre aux voix l'article 11. Quels sont ceux qui sont pour son adoption? Avis contraire? Il est adopté, et cette fois à l'unanimité. Article 12, avec un amendement numéro 34, c'est M. Michel qui le défend. Monsieur le Président, le délai de transmission des documents aux commissions permanentes des conseils généraux et régionaux. En fait, nous proposons que le délai soit un délai de 8 jours. La Commission proposait 5, je crois, mais nous pensons que c'est trop court. Nous proposons un délai de 8 jours afin que les élus aient le temps de voir les documents dont ils auront à délibérer. Merci. Avis de la Commission, Monsieur le rapporteur. La Commission a fixé, en fixant dans la loi le délai de transmission, l'a arrêté à 5 jours pour tenir compte de la périodicité qui est le plus souvent mensuelle et de la teneur des réunions de la Commission permanente. Donc la Commission considère qu'il faut émettre un avis défavorable sur l'amendement qui est proposé. Merci, Monsieur le rapporteur. Madame la Ministre. Le gouvernement a bien entendu les arguments qui ont été développés par le sénateur Michel, bien entendu aussi les arguments du rapporteur. C'est vrai que pour être très pragmatique, le délai de 5 jours est véritablement très court et le délai de 8 jours paraît plus opérant. Dans ces conditions-là, le gouvernement n'est pas opposé à cet amendement et propose un avis de sagesse parce que l'objet tel qu'il est défini dans le document n'est pas cohérent. Il évoque une période de 12 jours alors qu'en fait c'est 8 qui est proposé. Merci. Monsieur Masson. Monsieur le Président, chers collègues, je considère qu'un délai de 5 jours n'est absolument pas supportable, car il suffit qu'on ne soit pas là quand le dossier arrive, on est absent 2 jours, et puis finalement on n'a pas le temps de préparer ou de faire quoi que ce soit. Il faut savoir qu'il y a quand même des décisions importantes et des décisions sérieuses qui sont prises. 5 jours, c'est tout à fait inadmissible, surtout lorsqu'il y a un problème. C'est-à-dire que lorsqu'il n'y a pas de problème,
et c'est le cas de 90% des dossiers, c'est évident que 5 jours, ça suffit. Mais quand il y a des choses à creuser, un élément ou des renseignements à obtenir, etc., 5 jours, c'est pas possible. Il suffit qu'on soit absent un petit peu, ou qu'on soit retenu par d'autres activités. On n'a pas le temps de prendre, dans les délais, une connaissance suffisante pour préparer la réunion. Donc moi, je suis tout à fait partisan de cet amendement qui est extrêmement pertinent. Merci, Monsieur Favier, et ensuite Monsieur le rapporteur. Oui, nous sommes également favorables à l'amendement. Je pense effectivement que ce délai de 8 jours est vraiment un délai minimum pour permettre aux élus de prendre connaissance de bonne manière des dossiers de la commission permanente. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les commissions permanentes, je pense dans les conseils généraux, ont une délégation souvent très large et traitent de sujets extrêmement divers et compliqués. Un délai de 5 jours, effectivement, ça serait bafouer effectivement les conditions de travail des élus. Donc il faut savoir que pour les séances du Conseil, les séances plénières, je crois que le délai est de 12 jours. Donc 8 jours pour les commissions permanentes, ça me paraît raisonnable. Merci. Madame Goulet. Oui, juste un mot, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Je pense que les délais seront d'autant plus importants que nous en aurons fini avec le cumul des mandats et que les gens qui seront dans des départements et dans les régions auront largement le temps d'étudier leur dossier. Merci. Monsieur le rapporteur. Oui, Monsieur le Président. Aujourd'hui, il n'y a pas de délai fixé. La Commission a proposé 5 jours. Ceci dit, compte tenu des échanges qui viennent des praticiens, j'allais dire, des collectivités territoriales, je crois qu'on peut s'en remettre à la sagesse de l'Assemblée. Merci, Monsieur le rapporteur. Je vais donc consulter la sagesse de l'Assemblée. Quels sont ceux qui sont pour l'adoption de cet amendement? Avis contraire? Il est adopté. Je mets aux voix l'article 12. Quels sont ceux qui sont pour l'adoption de l'article 12? Avis contraire? Il est adopté. Nous en arrivons à l'article 13 avec 2 amendements en discussion commune. L'amendement 43 de M. Kaltenbach. Qu'il défend, M. Michel? Non, je suis arrivé. M. Kaltenbach, pardon. L'objet de cet amendement est de maintenir à 6 mois le délai laissé aux conseils municipaux pour l'adoption d'un nouveau règlement intérieur suite à un renouvellement général. En effet, ce délai est nécessaire pour procéder à la consultation de l'ensemble des élus de l'Assemblée délibérante et pour parvenir à l'élaboration du règlement intérieur. Les conseillers généraux et les conseillers régionaux, eux, disposent de plus de moyens que les simples conseillers municipaux pour élaborer leur nouveau règlement. Aussi, s'il est tout à fait positif que ce délai soit de 3 mois pour les conseils généraux et les conseils régionaux, je crois qu'on imposerait une contrainte supplémentaire aux communes en mettant un délai de 3 mois au lieu des 6 mois dont ils disposent actuellement. Je propose de faire une exception pour les communes de plus de 100 000 habitants, mais de maintenir ce délai de 3 mois pour les communes dont la population est inférieure à 100 000 habitants. Le principe, vous l'avez compris, il convient bien de distinguer les assemblées régionales et départementales des conseils municipaux pour ne pas créer une contrainte supplémentaire dans les communes. Je vous remercie. Merci. Sous-amendement 75, Monsieur Masson. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, cet amendement est spécifique aux 3 départements d'Alsace-Moselle. En effet, on est dans ce domaine-là en présence d'un certain archaïsme hérité de la période où disons, l'Alsace et la Moselle étaient annexées à l'Allemagne avant 1914. Eh bien, actuellement, il y a une disposition qui subsiste qui a pour conséquence que toutes les communes sont obligées d'avoir un règlement intérieur. Donc, une commune de 20 habitants, de 10 habitants, est obligée d'avoir un règlement intérieur. Alors, je vous le dis tout de suite, 95% des communes de moins de 3 500 habitants n'appliquent pas cette disposition qui est complètement archaïque. Simplement,
quand, dans une commune, il y a quelqu'un qui veut embêter la municipalité, etc., il va au tribunal administratif et, disons, on engage, le tribunal administratif est bien obligé d'appliquer la loi et on engage, disons, une procédure qui n'est à plus en finir. Et donc, l'objet de ce présent amendement, c'est de faire en sorte qu'en Alsace-Moselle, comme dans les autres départements français, eh bien, l'obligation d'avoir un règlement intérieur s'applique à partir de 3 500 habitants et non pas à partir de 0 habitants. Hein, parce que, à la limite, il y a des très petites communes, dans mon département, il y a des très petites communes, des communes qui n'ont même pas de mairie. Allez leur demander, où il y a 12 ou 13 habitants, allez leur demander d'établir un règlement intérieur, c'est complètement surréaliste. Merci. Je vais demander l'avis de la Commission sur l'amendement et le sous-amendement. Oui, alors, la Commission a examiné l'amendement, mais n'a pas examiné le sous-amendement. Sur l'amendement de M. Kaltenbach, c'est-à-dire le numéro 43, elle a donné un avis favorable. Sur le sous-amendement, il n'a pas été examiné. Je serais tenté de m'en remettre à la sagesse de l'Assemblée, du Sénat. Compte tenu de ce que je viens d'entendre de la part de M. Masson, je dois dire que je partage assez ce qu'il vient de dire. Merci. Avis du gouvernement, Madame la Ministre. Oui, merci Monsieur le Président. Nous avons bien entendu l'ensemble des arguments qui ont été développés et effectivement, compte tenu de la réalité du terrain, lorsque dans les communes et les petites communes, il s'agit d'organiser et de mettre sur le papier un règlement intérieur pour laisser à chacun le temps de la réflexion, ce délai ne nous paraît pas incompatible. Donc le gouvernement donne un avis de sagesse. Merci. Je vais donc mettre aux voix d'abord le sous-amendement 75 qui a reçu l'avis de sagesse et de la Commission et du gouvernement. Quels sont ceux qui sont pour son adoption? Avis contraire? Il est adopté. Même vote pour le 43. Même vote. Nous en arrivons à l'article 13 que je vais mettre donc aux voix. Quels sont ceux qui sont pour l'adoption de l'article 13? Avis contraire? Il n'y en a pas. Il est adopté. Nous en arrivons donc à l'article 14 et à l'amendement 33. Qui le présente? Madame Meunier. Monsieur le Président, Mesdames les Ministres, cet article introduit dans la loi des règles de quorum applicables aux réunions de la commission compétente en matière d'ouverture des plis, contenant les offres des prestataires qui répondent en vue d'une délégation de services publics. Il précise que cette commission délibère valablement dès lors que plus de la moitié de ses membres sont présents, c'est-à-dire à la majorité absolue. Il prévoit en outre que si ce quorum n'est pas atteint, la Commission est convoquée une seconde fois et délibère alors valablement, quel que soit le nombre de présents. Notre rapporteur souligne que l'auteur de la proposition de loi entend ainsi permettre aux plus petites communes, qui peinent parfois à réunir un nombre suffisant d'élus, de délibérer valablement. Et s'il est exact que le nombre de membres de cette commission dans les petites communes pèse proportionnellement plus au regard du nombre de conseillers municipaux, elles n'en doivent pas moins délibérer dans des conditions garantissant toute transparence. En effet, cette commission dresse ensuite la liste des entreprises admises à présenter une offre et analyse leurs propositions. Nous proposons donc par cet amendement de maintenir l'introduction dans la loi de la règle du quorum, fixée à la majorité absolue des membres de cette commission. Cette précision évitera d'éventuels contentieux. Par contre, nous proposons de supprimer, ce qui est cohérent, la possibilité de délibérer valablement lors d'une seconde réunion sans que le quorum soit atteint, c'est-à-dire quel que soit le nombre de présents. Un tel assouplissement est bien peu respectueux de la démocratie locale. Par ailleurs, ce sujet justifie d'être traité dans une plus grande transparence et les élus doivent faire preuve de la disponibilité qu'implique leur responsabilité d'élu. C'est d'ailleurs pourquoi un texte portant revalorisation du statut de l'élu est en chantier. Nous en avons parlé tout à l'heure. Merci. Merci, ma chère collègue. Avis de la Commission, monsieur le rapporteur. Oui, il s'agit d'un amendement qui supprime la possibilité pour les commissions compétentes en matière de délégation de services publics, lorsque le quorum n'a pas été atteint à la première réunion, de se réunir valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation. L'idée est donc que ces commissions ne puissent délibérer que lorsqu'un nombre minimum de membres est présent.
La commission des lois, après examen et discussion, a donné un avis favorable à cet amendement. Merci. Avis du gouvernement, Madame la ministre. Moi, a priori, j'aurais donné un avis, a priori, a posteriori aussi, un avis plutôt défavorable, dans la mesure où, d'abord, cette disposition existe pour d'autres décisions importantes à prendre. Et imaginez qu'à la deuxième séance, à la troisième, vous n'ayez pas le quorum, vous remettez en plus en question la règle des marchés publics, les délais y afférents, etc. Honnêtement, moi, je préférerais qu'on renonce à cette ouverture, entre guillemets, là, qui, moi, me semble poser beaucoup plus de problèmes, y compris par rapport au code des marchés publics, qu'on va en résoudre. Et vous parliez de contentieux ouverts à la suite de la deuxième réunion. Je vous parlerai, et on pourrait parler longuement, des contentieux ouverts si la réunion ne se tient pas. Donc je pense que face à cette double ouverture au droit, le gouvernement maintient un avis défavorable. Merci. Monsieur Richard. Monsieur le Président, tout en comprenant les motivations tout à fait estimables de l'amendement proposé par ma collègue, qui a reçu un avis favorable de la Commission, je crois qu'il y a quand même des arguments solides dans l'autre sens, puisque nous savons comment sont composées les commissions d'appel d'offres, la minorité y est représentée. D'autre part, la grande majorité de ces commissions se tiennent aux heures de bureau, puisqu'elles ne peuvent se tenir naturellement qu'avec l'assistance administrative et technique des agents de la collectivité qu'on ne fait pas habituellement venir à des réunions de commissions nocturnes. Et la ministre a tout à fait raison de rappeler que le dispositif de mise en concurrence en vue d'une délégation est encadré dans des délais. Donc il y a à la fois des considérations pratiques, c'est-à-dire la difficulté d'obtenir la présence des membres de la commission à certains horaires quand ce sont des salariés tout simplement, ou des agents qui ont leurs activités professionnelles ailleurs. Et d'autre part, il y a le risque. S'il y a partage de la municipalité sur le choix d'une délégation, de donner à 2 membres de la commission d'appel d'offres la possibilité de bloquer le dispositif simplement en ne venant pas. Ça paraît démocratiquement discutable. Donc il me semble que le dispositif traditionnel qui est d'exiger un quorum pour une assemblée délibérative quelconque, même consultative d'ailleurs, à la première réunion et de dispenser du quorum à la deuxième, répond mieux aux nécessités, à mon avis, de la bonne gestion de la concurrence. Merci, mon cher collègue. Je vais donc mettre aux voix l'amendement 33. Monsieur Doligé, je vous en prie. Oui, merci, Monsieur le Président. Je rappelle qu'effectivement, pour revenir à ce que vient de dire Monsieur Richard, que j'approuve totalement, mais que l'objectif de l'article 14, c'était déjà de faire un progrès par rapport à ce qui existait précédemment, puisque dans cette commission, il n'y avait pas de règle de quorum. Donc effectivement, on l'aligne sur les autres commissions qui existent, sur des sujets quand même assez proches, que ce soit les marchés ou que ce soit ce type de commission. Donc en réalité, c'est pour avoir une harmonisation. Mais si on met des règles de quorum importantes à la deuxième réunion, on n'en sortira jamais. Et on va arriver à des blocages qui vont être insupportables. Alors quand on connaît la durée de validité des offres, etc., on peut se trouver dans des systèmes où vous avez des offres, vous ne pouvez pas les étudier, et puis le jour où vous arrivez à réunir votre commission, l'offre n'est plus valable. Bon, donc on est dans des blocages. Bon. Merci. Madame Meunier. Compte tenu de tout ce qui vient d'être dit, l'amendement est retiré. Merci. L'amendement est retiré. Je vais donc mettre aux voix l'article 14. Quels sont ceux qui sont pour son adoption? Avis contraire? Il est adopté. Même vote pour le 15? Même vote pour le 16? Pour le 17? J'en arrive donc à l'article 18 avec 3 amendements en discussion commune. Nous commençons par le 46. Madame Meunier. Monsieur le Président, Mesdames les ministres, initialement, l'article 18 de la proposition de loi présentée par le sénateur Doligé entendait supprimer l'obligation pour les communes de disposer d'un CCAS ou de les autoriser à le dissoudre. Dans un contexte d'aggravation de la précarité et de la progression des besoins sociaux, cette proposition est à mon sens malvenue. Plusieurs mois plus tard, donc, nous voilà pour discuter d'une faculté
faculté, enfin rendre facultatif la création d'un CCAS. Ça m'apparaît être une fausse bonne idée. Ça fragilise davantage l'action sociale de proximité et ça ne simplifie en rien le travail des élus qui ont à faire face à une demande sociale en constante progression. L'actualité est hélas cruelle et bien réelle. L'absence de CCAS sur une commune ne règle pas les problèmes sociaux auxquels elle doit faire face. Qu'elle ait 3 000, 2 000 ou 1 000 habitants, une commune est confrontée aux mêmes problèmes et aux mêmes besoins en la matière. Et si une commune n'a pas les moyens de le faire via un CCAS, il n'y a pas de raison non plus qu'elle ait plus de moyens pour gérer en direct la mise en œuvre des politiques sociales. Et dans ce contexte, il n'est pas question de précariser encore davantage les populations rurales en rendant optionnelle l'action sociale à l'endroit où là vivent les gens. Et ce n'est pas parce que l'on vit dans une petite commune que l'on doit être touché par la fatalité et vivre moins bien qu'ailleurs, avec moins de protection et moins de droits. Le CCAS, je le rappelle, est un outil de proximité qui informe, oriente, conseille au quotidien les familles, les personnes isolées, les personnes en difficulté, les personnes âgées, bref, toutes celles et tous ceux qui ont besoin de soutien de la part des pouvoirs publics pour vivre mieux, pour rebondir ou pour s'en sortir. Dès lors, je vous propose par cet amendement de muscler le dispositif actuel en renforçant la présence de cet outil sur l'ensemble des territoires de notre pays. Le développement de l'intercommunalité sociale permet, dans ce cadre, de donner la possibilité aux petites communes qui n'ont pas de CCAS de mutualiser leurs moyens humains et matériels pour mieux répondre à la demande sociale sur leur territoire. Il s'agit de rendre obligatoire la création par l'EPCI de centres intercommunaux d'action sociale dans les territoires intercommunaux où les communes ne disposent pas d'un CCAS. Le CCAS disposera de compétences égales sur l'ensemble du territoire, garantie d'une offre sociale à minima. Les CCAS existant auparavant pourront, bien entendu, conserver et développer une offre d'intervention. Le CIAS rend possible notamment la création de services et d'équipements lourds, structurants dans le domaine de la petite enfance, mais aussi des personnes âgées ou de l'insertion. Voilà, mes chers collègues, je vous propose de passer à une logique de moins-disant social, à la création partout et pour tous d'outils utiles, performants et justes. Merci, madame. Avis de la commission, monsieur le rapporteur. L'amendement numéro 8 de monsieur Masson. Oui, les propos de notre collègue partent d'un postulat qui est que s'il y a un CCAS, les gens démunis n'ont plus de problème, tout est réglé. Alors, je crois qu'il faut quand même être réaliste. Et un CCAS n'apporte strictement rien. Ce qui apporte, c'est ce que la commune met. Ce qui apporte, c'est ce que la commune met comme argent pour aider les personnes qui ont des problèmes. Si la commune ne met pas d'argent, ben, le CCAS ne règle rien. Et permettez que je m'exprime. Si vous voulez intervenir, laissez Monsieur Masson s'exprimer, s'il vous plaît. Quand même parler. Bon, voici. Alors, je crois qu'il est complètement aberrant de vouloir prétendre que, par exemple, dans une commune de 100 habitants, il faut absolument créer un CCAS, car comme ça, il n'y aura plus de difficultés. Il paraîtrait, d'après ce qu'on veut nous faire croire, c'est que si, dans une commune de 100 habitants, il y a un CCAS, tout est réglé, tout ira mieux, il n'y aura plus de démunis, il n'y aura plus de RMI, il n'y aura plus de RSA. Eh bien, moi je le dis, c'est une aberration complète. Et c'est de la technocratie complète de vouloir imposer à des communes de 20, 30 ou 100 habitants l'obligation d'avoir un CCAS. Alors, je le dis d'autant plus que créer un CCAS, c'est-à-dire un centre communal d'action sociale, suppose qu'on y mette des moyens et du personnel. Donc, le peu d'argent que la commune de 20 habitants mettra éventuellement pour l'aide sociale, le peu d'argent ira à financer le fonctionnement du CCAS. Alors, je pense qu'à un moment donné, il faut un minimum de bon sens. Moi, dans les grandes villes, je suis tout à fait d'accord, un CCAS permet d'avoir une gestion de proximité, etc. Mais il me semble tout à fait aberrant
de vouloir obliger des communes de moins de 3 500 habitants, et en particulier des toutes petites communes en milieu rural, dont parfois la commune, sur 10 ans, ne reçoit jamais aucune demande de qui que ce soit, parce que quand vous avez 20 habitants dans la commune, vous ne recevez pas de demande, on ne va quand même pas obliger cette commune à payer des frais de fonctionnement d'un établissement public CCAS, simplement pour faire plaisir aux corporatistes de l'UNCAS. Parce qu'il faut bien voir, et je tiens à le dire ici, que l'UNCAS, donc l'Union nationale des CCAS, a fait un lobbying forcené pour dire qu'il faut absolument qu'il y ait des CCAS partout, sinon c'est la fin du monde. Eh bien, moi je le dis, dans mon département, il y a beaucoup de petites communes qui n'ont pas de CCAS, et ce n'est pas du tout la fin du monde. Et les habitants de ces petites communes en milieu rural qui n'ont pas de CCAS ne sont pas plus malheureux que ceux de communes particulièrement grandes qui ont des CCAS. Et donc, c'est la raison pour laquelle, moi je crois que autant, bon, pour des grandes communes, eh bien, qu'il y ait des CCAS, moi je veux bien, mais je crois qu'il y a un seuil de 3 500 qui sert un petit peu tout le temps. D'ailleurs, tout à l'heure, pour le règlement intérieur des conseils municipaux, c'était le seuil de 3 500. Moi, je suis partisan du seuil de 3 500, et c'est pour ça que j'ai déposé cet amendement. Merci, Monsieur Masson. Amendement 71, Monsieur le rapporteur, et vous donnerez par la même occasion l'avis de la Commission sur les deux précédents amendements. Oui, c'est un amendement un petit peu différent qui propose de supprimer l'alinéa 9. Je parle de l'amendement 71. Il est un petit peu différent des deux précédents. Il propose de supprimer l'alinéa 19 à la suite de l'adoption de l'ordonnance du 31 mai 2012 qui a porté extension et adaptation du Code de l'action sociale et des familles au département de Mayotte. Donc je peux dire que c'est un amendement de coordination qui ne pose pas débat sur le fond. Je donne peut-être l'avis sur les deux autres. Oui, Monsieur le rapporteur. Alors sur les deux autres, et d'abord sur l'amendement numéro 46, c'est un amendement qui dispose que si toutes les communes ne disposent pas, je lis, d'un centre d'action sociale, le groupement de communes procède à la création d'un centre intercommunal d'action sociale, d'un CIAS. C'est une idée intéressante, sauf qu'un centre intercommunal d'action sociale ne peut être créé que si la compétence d'action sociale relève de l'intérêt communautaire, et cet intérêt communautaire, il ne peut être défini que par les communes membres de l'EPCI. Il faut donc que l'EPCI soit, conformément au principe de spécialité de ses compétences, compétent en matière d'action sociale pour qu'il soit habilité à créer un CIAS. Donc, au niveau de cet amendement, je ne peux, compte tenu de ces règles qui s'imposent, émettre un avis défavorable. Sur l'amendement numéro 8, c'est un amendement qui propose un seuil de 3 500 habitants en deçà duquel la création d'un CCAS serait facultative alors que la loi propose 1 500 habitants. La Commission tient à maintenir le seuil de 1 500 habitants plutôt que 3 500 habitants. Donc c'est un avis défavorable également sur l'amendement 8. Merci. Avis du gouvernement sur ces trois amendements, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Sur l'amendement de la Commission, qui était essentiellement de cohérence, il n'y a aucun problème pour nous. Sur l'amendement présenté par Monsieur Masson, nous tenons à ne pas avoir de dérogation par rapport au niveau qui était celui déjà en vigueur. Je ne reviens pas sur ces arguments qui lui appartiennent. Sur l'amendement présenté par Madame Meunier, sur l'amendement numéro 46, il y a plusieurs aspects au sujet que vous traitez. Et lors de la conférence sur la pauvreté et l'exclusion, nous avons été amenés avec les responsables du rapport sur la gouvernance de ce qu'on appelle la lutte contre les exclusions, avec Michel Déret, le rapport Thierry, justement, à se poser la question du rôle des CCAS pour l'application d'un certain nombre de mesures et une application avec discernement aussi d'un certain nombre de mesures. Il y a deux choses, donc, disais-je. Il y a d'une part le fait que les CCAS agissent par délégation du département. Donc il faudrait que le chef du file, qui sera, je crois, je pense, j'espère même, confirmé dans le cadre du nouveau texte sur la décentralisation, puisse avoir en face de lui un CCAS intercommunal, pourquoi pas. À l'heure où je vous parle, moi, je ne suis pas totalement fermé à cette idée. Sauf qu'aujourd'hui, pour ce qui relève seulement du CCAS, c'est-à-dire à la fois la prévention,
la prévention, les aides sociales à la personne. Souvent, le CCAS est un lieu intéressant, c'est un lieu dans lequel les élus et les associations concernées sont amenés à discuter en toute discrétion et dans un lieu clos auquel on fait totalement confiance de la situation d'une personne, d'une famille qui ne relève pas de dispositifs du département, qui ne relèvent pas de dispositifs généraux, mais qui peuvent avoir besoin d'une aide particulière. Moi, je trouve que ce lieu de discussion est un lieu intéressant. Le problème que vous posez, c'est effectivement, s'il n'y a aucune, d'ailleurs, commune de 1500 habitants, ça pourrait être le cas, comment créer un comité intercommunal? Alors, l'argument du rapporteur est de qualité. D'abord, on ne peut pas créer un CCAS intercommunal s'il n'y a pas la compétence, si l'intercommunalité n'a pas la compétence. Donc, moi, je réfléchis à d'autres solutions à l'heure où je vous parle, parce que je trouve que vous avez raison de poser cette question. On a des intercommunalités qui ont 30, 40 communes de petite taille et qui pourraient, au moins par bloc, avoir besoin de ce rassemblement. Il faut qu'on réfléchisse à peut-être des associations de CCAS, je ne sais à l'heure où je vous parle, mais en tout cas, l'intercommunalité ne peut créer ce comité, ce centre social intercommunal, d'action intercommunale, que s'il a la compétence. Vous voyez, il y a à la fois une bonne idée et une impossibilité en termes de compétences des collectivités territoriales. Donc moi, je serais plutôt favorable à ce que vous retiriez votre amendement, qu'on propose pour les CCAS communaux dans les zones dont vous parlez, de réfléchir à la façon de travailler ensemble, mais en tout cas, cette disposition n'est pas acceptable en droit et nous compliquerait la tâche. Et enfin, vous pourriez, dans votre hypothèse, avoir des communes qui tiennent à garder leur CCAS, d'autres qui disent, puisqu'il y a un centre intercommunal, je ferme le lien, vous pourriez même avoir des doublons. Donc, toutes ces réserves étant dites, je m'engage avec Anne-Marie Escoffier à regarder cette question et donc, du coup, je vous demande le retrait. Merci, Madame la Ministre. Alors, explication de vote. Madame Goulet. Oui, Monsieur le Président, Mesdames les ministres, moi j'allais soutenir l'amendement 46, mais le gouvernement vient de demander son retrait. Ce que je voulais dire, c'est que moi je travaille beaucoup avec le CCAS d'Argentan dans mon département et que quel que soit le nombre de dispositifs, vous avez toujours des gens qui passent entre les mailles du filet. Voilà. Et je pense que cette grande conférence sur l'exclusion et la pauvreté va être encore une occasion de mettre en exergue les failles de dispositifs, même s'ils sont nombreux, même si les bénévoles sont nombreux, même si les bonnes intentions sont nombreuses, il y a quand même des personnes qui restent totalement en dehors de ces circuits de réinsertion, d'où l'émotion très importante que la proposition de loi de l'IG sur ces CCAS a fait naître de la part des gens qui passent énormément de temps à lutter au jour le jour, au cas par cas, avec ces gens qui sont évidemment des exclus et qui sont dans des situations difficiles. Donc si l'amendement 46 est retiré, je ne le soutiendrai pas, et s'il est maintenu, je le soutiendrai. Merci. Monsieur Favier. Oui, nous sommes déjà exprimés sur ce sujet dans les débats précédents, mais je voudrais y insister. Nous sommes effectivement défavorables à cet article 18 qui rend facultatif l'existence des CCAS, y compris pour les communes de moins de 1500 habitants. Il s'agit là effectivement d'un véritable recul du service public sur les territoires. On vient de parler de la conférence sur la pauvreté. On sait que cette pauvreté touche y compris évidemment des toutes petites communes et que le traitement justement de ces questions de la pauvreté doivent se faire aussi dans la proximité. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas aussi favorable à l'amendement qui a été proposé d'un CCAS intercommunal, parce que bien évidemment on a parfois des intercommunalités de très grande taille, donc avec si demain on aboutissait simplement à un seul CCAS à l'échelle de l'intercommunalité, on aboutirait évidemment à un éloignement très grand, très important entre la population et
la structure susceptible de prendre en compte leurs problèmes. Et donc, je pense que ces questions doivent pouvoir rester dans la proximité. Et puis, on sait que des communes, évidemment, profiteraient de l'occasion pour des mesures d'économie de l'existence d'un CCAS intercommunal pour, évidemment, supprimer leur CCAS communal. Donc, pour toutes ces raisons, je ne suis pas effectivement favorable à cet amendement et encore moins, évidemment, pour celui qui rend facultatif à une échelle encore plus élevée, puisque notre collègue parle de moins de 3 500 habitants, mais pourquoi pas 5 000, 10 000, etc. On voit bien que quand on est dans cette logique-là, à un moment donné, eh bien, on va vers une seule logique qui est la réduction, une fois de plus, de l'aide et de l'action nécessaire que nous devons porter à l'attention de nos concitoyens les plus fragilisés. Merci. Monsieur Richard. Président, moi, je voulais à mon tour exprimer une réserve sur l'idée qui figure aujourd'hui dans le texte, donc qui a été approuvé par la Commission, de rendre facultatif le CCAS en dessous de 1500 habitants. Non pas que je m'oppose à cette idée, mais il me semble qu'il y a une ou deux précautions à prendre. La première, c'est de se dire, le ministre en a parlé à l'instant, s'il n'y a pas de CCAS, la solution cohérente, c'est qu'il y ait un CIAS. Bon. Et donc, s'il n'y a plus d'obligation juridique en dessous de 1500 habitants, les communes ne sont pas spécialement poussées à chercher l'accord à la majorité qualifiée normale pour créer un CIAS en conférant à la communauté, là où vraiment il n'y a pas les ressources humaines pour faire du social dans la commune, de passer à une échelle intercommunale. Et donc, ça, c'est un premier inconvénient de la suppression de l'obligation. Le deuxième, et là j'ai des excuses à faire aux collègues de la Commission, parce que j'avais indiqué lors du débat sur ce sujet-là que j'essaierais de faire une proposition, c'est qu'une fois qu'on a dit il n'y a plus de CCAS, il faut quand même bien traiter les dossiers. Et donc, il existe dans le grand 2 du nouveau 123.4 proposé dans le texte, la possibilité pour la commune d'exercer directement les compétences du CCAS. Sauf qu'il y a des règles de procédure. Il s'agit à ce moment-là de délivrer des aides individualisées, d'examiner des dossiers qui comportent de forts éléments de confidentialité. Donc ce qui m'ennuie, c'est qu'on mette dans la loi telle quelle l'idée la commune va exercer les missions du CCAS sans préciser avec quelles conditions et dans quel cadre légal. Très bien. Merci. Monsieur Van der Endonck. Dans le sens de l'intervention de Madame la Ministre, c'est-à-dire qui milite pour qu'on examine à fond cette question-là dans le cadre de la réforme territoriale. Première réflexion, c'est le chef de fila au département, hein, moi, pas suspect, hein, je suis ami avec le président du Conseil général du Nord et il est le président de l'UNCAS. Bon, quand j'ai dit ça, et si je suis le raisonnement... je devrais trouver dans l'office d'HLM que gère le département du Nord le premier acteur de PLAI du département du Nord. Est-ce le cas, madame? Demandez les chiffres. Donc, je pense qu'il faut aussi s'articuler avec la compétence intercommunale et la délégation des aides à la pierre. Et ça milite pour que la question de l'intercommunalité de la compétence en matière de CCAS soit vraiment posée calmement, sereinement, sans en faire un modèle qui soit pas adaptable à la proximité. Tant qu'on y était, et je termine par là, on a beaucoup parlé ces derniers jours, hein, c'est quand même dommage, le RSA activité, mais tous les bénéficiaires n'en ont pas. Interrogez-vous aussi sur le terrain. Comment ça se passe, hein? Le département qui donne une convention, qui paye quelques référents dès qu'il est devant un gros CCAS pour qu'il gère une certaine forme d'accueil. Ah, mais le RSA, j'y touche pas. Allez voir la CAF. Et on joue aux quatre coins avec les pauvres dans les grandes villes. On a certes un grand chef de file, le département. On a un CCAS. On a la CAF. Eh bien, ce que attend tout le monde, c'est qu'on mette un peu de rationalité, peut-être aussi un peu de solidarité intercommunale, parce que vous conviendrez que les communes, comme dit l'un ou comme moi, qui sommes confrontés à ces questions-là, ce n'est pas
Bien sûr qu'on va parler péréquation, mais on attend aussi que les outils de l'action sociale se définissent à l'échelle intercommunale. Bravo. Merci. Monsieur Doligé. Oui, merci, Monsieur le Président. Bon, quand j'avais introduit cet article 18, je ne pensais pas que ça ferait autant de remous. Et pourquoi on a mis cet article 18? Parce que je ne sais pas si chacun le sait, mais il y a déjà 36 000 communes en France, qu'elles existent et qu'on n'en crée plus. Et que les CCAS sont obligatoires dans les 36 000 communes aujourd'hui. Donc, théoriquement, il y en a dans les 36 000 communes. Bon. Allez voir ce qui est la réalité. La réalité, c'est qu'il n'y a pas un tiers des communes de France qui a des CCAS. Ce qui veut dire que vous avez les 2 tiers des communes de France qui sont dans l'illégalité. Normalement, la loi s'applique à tout le monde et si les autorités publiques faisaient appliquer la loi, elles devraient obliger toutes les communes à avoir des CCAS. Comme cela a été dit tout à l'heure, chacun comprend que dans des communes de 100, 150, 300 habitants, on ne puisse pas parfois créer des CCAS et que la commune traite directement, elle connaît ses habitants, elle traite directement ses problèmes. Je vous rappellerai aussi, il faudrait regarder la règle de traitement de création des CCAS, vous devez faire un budget. Donc quand vous n'avez un CCAS avec 100 habitants, moi j'ai des maires qui m'ont écrit, je suis obligé de faire un budget, on me demande mon budget, j'ai pas d'argent dans le CCAS parce que le CCAS ne fonctionne pas, je dois payer des charges sociales parce que je crois qu'il y a une personne qui doit y être en partie affectée même si le CCAS ne fonctionne pas. Enfin bref, on tombe sur la tête. L'objectif de ce texte, c'est quand même la simplification et d'essayer de faire en sorte que toutes les communes qui n'ont pas créé le CCAS aujourd'hui, elles sont libres de le faire. Voilà pour l'examen de la proposition de loi d'Éric Doligé sur la simplification des normes applicables aux collectivités territoriales. Vous pourrez la revoir à tout instant sur notre site publicsénat.fr. Très bonne fin d'après-midi à vous sur Public Sénat.